Nous avons le plaisir de recevoir Mbacké Seck, c'est le président du RENOP, Réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir Ablaye. Alors, à chaud, on va commenter ce qu'on a vu dans cette édition-là, la fuite d'hydrocarbures. Et comme par hasard, vous habitez la commune. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça nous inspire qu'il y a des risques industriels à côté de la pollution, à côté des inondations. Sur la presqu'île de Dakar, nous vivons les risques industriels. Et ce n'est pas une première. Il y a juste 1 an, 2 mois, nous avions eu une explosion d'une conduite à 200 mètres de l'endroit ciblé aujourd'hui. À Thiaroye-sur-Mer, c'est récurrent qu'on voit au milieu des maisons des fuites de carburant. Donc la seule recommandation que nous pouvons faire à la Société africaine de raffinage, parce que c'est cette société qui est pointée du doigt, c'est de reprendre tous ces pipelines entre le port et la raffinerie. Les villages situés entre le port et la raffinerie, que ce soit Anne, Thiaroye-Azur, Yara, tous ces villages, tous ces quartiers sont en danger parce qu'il y a des milliers de mètres cubes de carburant qui circulent dans des tuyaux vétustes qui sont âgés de plus de 50 ans, qu'on devrait nécessairement reprendre pour éviter les risques industriels. Parce que les accidents les plus graves en termes d'industriels ont eu lieu dans cette zone de Hann Bel-Air. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec cette question: pourquoi Dakar est une capitale vulnérable aux inondations? 150 hectares de forêt qui protégeaient le littoral font l'objet de déclassement et chaque année plus de 45 000 hectares de forêt sont perdus. Toutes les études ont montré donc la vulnérabilité de la côte nord par rapport à l'avancée de la mer également. Mais pourquoi déclasser et renforcer la vulnérabilité du littoral, Mbacké Seck? Vous savez, les forêts du littoral, comme les zones humides, ce sont ce qu'on appelle des infrastructures vertes qui permettent de protéger un endroit contre l'avancée de la mer, qui permet de garder les gaz le carbone. Ça permet de garder le carbone sous terre. Si nous déboisons, si nous remblayons les zones humides comme le technopole, la charge carbone de la ville va augmenter. Parce que ce qui augmente les gaz à effet de serre dans une ville, c'est les activités industrielles, la circulation automobile et les productions agricoles. Donc si nous déboisons, nous allons augmenter la production de carbone de la ville de Dakar. Dakar présente des vulnérabilités aux inondations à cause de sa forme, à cause de sa situation géographique. Le relief est très bas. En dehors des collines de la Mamelle, nous avons un relief extrêmement plat. Et nous avons un bassin versant qui quitte le nord vers le sud. Donc les eaux s'écoulent du nord, de la partie nord de la ville, vers le sud de la ville. Et ce que nous avons aujourd'hui, nous avons une ville de plus en plus bitumée. Tous les quartiers font une course au pavage. Et ça empêche à l'eau de s'infiltrer. Il n'y a plus d'infiltration. Exactement. Lorsque nous regardons la nature du sol à Dakar, très souvent comme dans la zone des Maristes, nous avions un sol Dior qui avait une forte capacité d'infiltration. Mais de plus en plus avec le pavage, nous avons moins de surface pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Et si l'eau ne s'infiltre pas, la seule direction possible, c'est de suivre un ruissellement. Les inondations que nous avons vues dans les vidéos, c'est des flots d'eau qui quittent une partie pour descendre sur l'avenue, sur la route du front de terre, sur la corniche, et partout ailleurs. Exactement, c'est des flots d'eau qui suivent le ruissellement pour aller vers un point plus bas. Et le point bas, c'est la zone de captage. Donc Dakar présente des vulnérabilités à cause de sa géographie. Dakar présente des vulnérabilités à cause de son aménagement, parce que les voies d'eau sont occupées. La zone de captage, les points bas, des mares ont été remblayées au niveau des maristes. Le technopole, les voies d'accès qui est un bassin de rétention naturelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs infrastructures à l'intérieur et autour qui empêchent les eaux de s'écouler naturellement vers ça. Et nous avons aussi les infrastructures routières et ferroviaires créées qui empêchent l'eau de circuler du nord vers le sud, vers la baie de Hann. Donc si vous faites attention, Ablaye, si nous récapitulons sur la route de front de terre, depuis Kharial, les eaux s'écoulent en direction de la baie de Hann. Et nous avons un bassin de rétention, un centre de stockage avec le bassin de rétention de l'hôpital général. Et ça passe par la zone de captage ensuite la cité Bellevue, le parc de Hann pour s'écouler vers l'exutoire en mer. Nous avons la même chose au niveau du Technopole avec les bassins de Dalifort et ça s'écoule vers Magasin. C'est le même phénomène que nous avons à Thiaroye,
avec les eaux qui se coulent de Pikine Irrégulier Sud vers Thiaroye. C'est la même chose aussi à Ablaye que nous avons à Keur Massar, la forêt de Mbao, le marigot de Mbao et la mer. Les explications sont très claires, Mbacké Seck, mais est-ce que c'est normal pour une presqu'île? Est-ce acceptable d'avoir des inondations quand même? C'est presque inacceptable. Malgré les efforts que l'État est en train de faire, malgré ce que les populations elles-mêmes consentent en termes d'efforts, si nous prenons ce qu'on peut appeler entre guillemets la ville coloniale, dans cette partie de la ville, nous avons très peu d'inondations parce que nous avons un canal central et des canaux tout autour qui déversent les eaux vers la pente. Mais dans la nouvelle ville, si on peut l'appeler ici, dans les nouveaux quartiers, il existe un vieux réseau pour les canaux d'eau pluviale, c'est le canal 6, c'est le canal 4, c'est le canal de la Gueule Tapée. Dans ces zones, les eaux s'écoulent naturellement vers la mer. Mais dans les nouveaux quartiers que nous avons, Grand Yoff, Dalifort, Hann, nous avons un réseau de l'ONAS avec plusieurs stations de pompage. Presque 25 stations de pompage que l'ONAS a réalisées dans cette zone. Mais ce qui empêche le réseau de fonctionner correctement, c'est l'utilisation et le sable qu'on a dans ces réseaux. Depuis qu'on a les marchés et la consommation de café Touba entre guillemets, la consommation de sachets d'eau, nous avons dans le réseau plein de débris qui obstrue la circulation normale de l'eau vers le réseau. C'est pourquoi lorsque nous avons une abondante précipitation, plus de 100 mètres, dans un délai très court, tout le réseau est saturé parce que les ordures, le sable bouchent tout le système et empêchent l'eau de circuler correctement. Et les points bas que nous avons en ville viennent encore augmenter l'affaire. C'est ce qui explique que Dakar présente des vulnérabilités à cause des aléas, à cause des voies d'eau et des points bas qui sont occupés, à cause de l'aménagement dans des zones inondables identifiées. Parce que le gouvernement a eu la chance de faire la présence d'esprit, de faire une carte de l'hydrographie de Dakar. On sait quels sont les points qui sont inondables, quelles sont les voies d'eau. Malheureusement, toutes ces voies d'eau et ces points inondables sont aujourd'hui occupés par des habitants, c'est occupé par des habitations et il est difficile de refaire la ville avec ces habitations sur place. Ablaye, un simple exemple. Si on disait demain qu'on allait donner des maisons dans le technopole où il y a de l'eau, moi je suis sûr qu'il y aura une queue jusqu'à Thiès pour les gens qui vont aménager à l'intérieur du technopole où c'est un plan d'eau pour aménager leur maison dedans. C'est ce qui explique la difficulté que nous avons. C'est naturel que l'usine des eaux soit inondée. C'est naturel que la zone de captage des eaux pluviales soit inondée. Mais à côté d'un bassin de rétention, à côté d'un système de drainage qui va vers la baie de Hann, ça ne devrait pas se faire si les populations ne mettaient pas autant d'ordures dans les tuyaux. Alors parlons un peu de la gestion de ce qu'on va appeler donc catastrophe pour ce qui est de ces inondations. Le dispositif est efficient à votre avis, le plan Orsec? Vous savez, des études au niveau mondial ont démontré qu'au niveau des catastrophes, les inondations viennent en première au niveau mondial. Ça affecte pas moins de 3 milliards de personnes au niveau du monde entier. Toutes les capitales du monde, toutes les grandes villes peuvent être sujettes des inondations. Sur Dakar, lorsque nous avons une catastrophe, on parlait tout à l'heure de la fuite des hydrocarbures, lorsque nous avons une inondation qui consiste à avoir de l'eau dans des zones où on ne l'avait pas, ça peut affecter la production électrique, comme c'est le cas, parce que la Sénélec de Hann est inondée. Ça peut affecter la nature, parce que le parc de Hann est inondé sur plus de 30 hectares. Ça peut affecter des centres de santé, ça peut affecter aussi la production de l'eau potable, parce que le système peut éclater et drainer avec elle des maladies. Donc, c'est véritablement une catastrophe. Lorsqu'une catastrophe affecte une population, la première réaction à faire, c'est d'organiser des secours. L'organisation de ces secours demande des structures pluridisciplinaires, que les gens viennent de plusieurs secteurs, de plusieurs ministères, sous la gouvernance d'une autorité donnée. Dans notre pays, nous avons un plan Orsec. On peut rappeler simplement le décret 99-192 du 4 mars 1999 qui organise l'organisation des secours en cas de catastrophe. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le général chef d'état-major des sapeurs-pompiers qui est à la tête de notre Orsec. Il y a une bonne gouvernance et une bonne gestion de ce plan Orsec et nous avons le gouverneur et tous les services concernés
Et ensemble, nous avions fait ce qu'il fallait faire parce qu'ils nous ont associés en tant que société civile. Et nous étions là à les regarder pas à pas, visiter le parc de Hann, visiter la centrale de la Sénélec, visiter aussi la zone de captage où des moyens énormes ont été déployés. C'est catastrophe naturelle, ok, mais prévisible quand même. La météo, depuis le mois de mai, avait annoncé quand même des quantités importantes de pluie. On pouvait les prévoir et donc anticiper, par exemple, des structures comme l'ONAS. Est-ce que le bassin a été nettoyé avant, plein d'autres choses? Le PGIS, je pense, le programme de gestion des inondations. Est-ce qu'il y a eu du travail qui a été fait? À mon avis, il y a eu anticipation parce que depuis le mois de mai, les services de météo avaient prévu de fortes précipitations au Sénégal cette année. L'hivernage allait s'installer d'une manière prématurée et les pluies allaient être fortes. Donc le fait même qu'il y ait cette prévision montre que les gens se préparent. Parce que pour prévoir les précipitations, il faut que vous ayez un radar, que vous ayez un service météorologique compétent. Donc ça, c'est le premier niveau de prévention. C'est anticiper. Une fois que vous anticipez, c'est le réseau que vous devez mettre à jour, le réseau de drainage. Donc c'est un programme de recurage de l'ensemble des 200 km de canaux au niveau de la ville de Dakar qui ont été curés. Malheureusement, entre le curage au mois de mai et les fortes précipitations du mois d'août, il y a beaucoup de temps qui permettent aux populations de remettre les débris qui jonchent à l'intérieur du canal. Ce que nous pouvons dire toujours en termes de prévision, il est important de prévoir les lieux de stockage, tels que les bassins de rétention. Les bassins de rétention permettent de retenir ce flot d'eau avant que ça prenne le canal de drainage et finisse au niveau de l'exutoire en mer. Donc il faut un système de drainage à la hauteur, il faut un système de stockage à la hauteur, il faut aussi au niveau des exutoires, là où ces eaux collectées vont en mer, que ces exutoires soient bien aménagés et nettoyés. Cette fois-ci, nous avons eu l'exutoire qui finit au niveau de Thiaroye Automobile qui était mal nettoyé. Et le drame, ça veut dire que les eaux qui étaient stockées au niveau du parc de Hann ne finissaient pas correctement à l'âne. Et ce qui entraîne, comme je disais tout à l'heure, une catastrophe entraîne une autre, c'est les pipelines de la SAR qui ont été endommagés par les gros porteurs qui passent à côté parce que l'inondation met à nu tout ce qui était enterré. Donc une catastrophe ne vient seulement seule. On avait une inondation comme catastrophe. On a frôlé un risque industriel avec des pipelines, avec des hydrocarbures qui s'écoulent dans la nature de cette façon. Donc il est important que dans les prévisions, que tout ce qu'il y a à faire comme précautions, qu'on les prenne à temps et surtout aviser les populations qui doivent aussi prendre des dispositions particulières. Alors, c'est beaucoup de moyens mobilisés, mais pour quel impact ou pour quelle réalisation? 8000 m3 à l'heure, ça peut soulager à terre? Oui, lorsque vous avez presque 8 motopompes d'une capacité de 8000 m3 par heure, 8000 m3, c'est 8 millions de litres qui pompent chaque heure 8 millions de litres d'eau pluviale déversée directement dans le système, c'est une quantité énorme. C'est ce qui a permis d'avoir une situation presque normale quelques heures après la pluie. Donc si nous n'avions pas ce dispositif de motopompe vraiment de très grande capacité, ça allait être très difficile. Mais ce système doit être complété par un drainage régulier et un redimensionnement du réseau. Ce que nous avons vu aujourd'hui lorsque vous faites l'audit physique des nouvelles stations de pompage que l'ONAS a eu à faire. Nous avons eu 25 stations de pompage, de nouvelles stations de pompage un peu partout dans la ville. Le programme du projet aussi a permis au niveau de Kermessar, au niveau de la zone de Dalifort, d'avoir des bassins de rétention. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est affecté à la lutte contre les inondations, mais ce n'est pas assez parce que chaque famille qui dort dans l'eau, chaque matériel qui est détruit, chaque entreprise qui ne marche plus correctement, c'est des conséquences incalculables. Donc, c'est important que dans la prévision de lutte du programme de gestion intégrée des inondations au Sénégal, on ait davantage de moyens pour permettre à l'ONAS de s'ajuster, mais permettre à l'ensemble de ces quartiers victimes des inondations d'avoir des mesures d'adaptation à la hauteur des précipitations que nous recevons au Sénégal. Alors, il y a 380, pour ce qui est des moyens humains mobilisés, 398 motopompes et la brigade nationale des sapeurs-pompiers travaille en relation donc avec l'ONAS, la DG, DPGI, depuis le déclenchement du plan Orsec et comme je vous disais, 1 400 000 m3 pompés selon les chiffres officiels disponibles. Mais Mbacké Seck, comment gérer
ces catastrophes des inondations, de l'anticipation, de la prévision au secours? Est-ce qu'il y a des moyens? Il faudrait une équipe pluridisciplinaire. Dans notre pays, nous avons un dispositif basé au niveau du ministère de l'Intérieur, à la direction de la protection civile, qui a plusieurs directions. Dans les prérogatives de ces directions, c'est la conception et l'organisation du plan Orsec. Et les acteurs de ce plan Orsec partent de l'état-major de l'armée jusqu'au chef d'entreprise en passant par la société civile. Chaque segment de notre société, chaque représentant d'un groupe capable d'apporter une plus-value dans l'organisation des secours est informé et tenu prêt. Lorsque la tournée se fait au niveau du plan Orsec, ce que nous voyons sur le terrain, c'est le gouverneur de Dakar et le ministre en charge de l'affaire qui font les tournées et qui parlent directement aux populations. Donc l'organisation des secours commence par une bonne gouvernance de ces secours. La bonne gouvernance consiste à mettre toutes les personnes, toutes les sensibilités qui devraient y être en termes de compétences, qu'on les retrouve dans le comité. Parce qu'il y a des besoins à résoudre immédiatement. Lorsque vous dépassez une dame qui est dans la rue, qui vous dit que j'ai toutes mes affaires dedans, mais mon sac de riz est là, mes fauteuils sont là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette dame? C'est ce que vous appelez dans votre jargon réduire la vulnérabilité. Exactement. Je suis travailleur social de formation. Réduction de la vulnérabilité. Exactement. Je suis travailleur social de formation, je sais ce que je dis. Et 200 mètres plus tard, vous trouvez une imprimerie où le gars te dit j'ai des investissements de 1 milliard qui sont dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Est-ce qu'il y avait des assurances contre des risques pareils? Donc, gérer ces risques micro et macro exige de la vigilance et des compétences et une mobilisation permanente de moyens pour répondre très rapidement et très efficacement aux sollicitations des populations. L'urbanisation des zones inondables? Je pense que parmi les solutions pour lutter contre l'inondation, il faudrait intervenir à 4 niveaux. Ne plus permettre à personne, quelle que soit la taille et la force du promoteur, d'aménager dans une zone inondable. Et lorsque ces zones sont aménagées, l'imposer de mettre un système d'assainissement. Éviter à ce que le réseau de drainage qui est en place soit envahi, envahi par des déchets solides, envahi par du sable. Il faudrait aussi que les réseaux soient bien dimensionnés. Nous avons vu par endroits les autoponts que nous venons d'inaugurer autour des autoponts, parce que peut-être les études d'impact environnemental n'ont pas tenu compte des eaux de ruissellement, avoir des inondations autour de ces autoponts. Il faudrait que les études d'impact environnemental, telles que le dit le Code de l'environnement, soient effectuées, qu'on voit quel est le sens de circulation des eaux de ruissellement dans le bassin versant. Il faudrait que les exutoires, les points qui permettent d'évacuer toutes ces eaux pluviales vers la mer, que ces zones soient aménagées correctement. Mais la grande question que nous nous posons en tant qu'écologistes, est-ce qu'on doit laisser autant d'eau pluviale aller en mer? Est-ce que cette eau, comme au Burkina ou ailleurs, n'est pas récupérable? Donc voilà des questions qu'on se pose et on n'a pas encore les réponses. Mais l'urgence en cas d'inondation, c'est de veiller à ce que les victimes de ces inondations sortent des eaux. Physiquement, qu'il y ait moins de morts, qu'il y ait moins de dégâts matériels, qu'il y ait moins de perturbations des autres secteurs de l'économie que sont les transports, l'énergie et même le ramassage des ordures, parce que tout est affecté par les inondations. Alors, je ne peux pas vous avoir sous la main sans évoquer la mer, comme vous l'avez dit. À Mbao, il y a un mur de protection contre les vagues. À Rufisque, une digue de protection également, construite à coups de milliards. À Saly, des milliards ont été dépensés aussi pour restaurer les plages. J'y étais récemment, j'ai vu comment ça se passait. Mais Guédiawaye, avec le déclassement progressif dont on parlait, est-ce qu'il est prévu une protection spéciale contre l'avancée de la mer? À ma connaissance, non. La forêt du littoral de Guédiawaye a été mise en place depuis 1948 avec des camps chantiers des jeunes. Si cette forêt fait l'objet de déboisement pour un aménagement, ça peut poser des problèmes avec la mer qui avance, parce qu'on a fait plusieurs modèles sur l'avancée de la mer. Le Sénégal est aussi vulnérables à l'avancée de la mer que nous sommes vulnérables aux inondations. Oui. Donc cette forêt du littoral permettait de fixer les dunes et d'empêcher la mer et les vagues d'avancer. Si aujourd'hui on déboise, on rend davantage vulnérable toutes les cités qu'on mettra sur le littoral. Même la VDN Nord peut être menacée dans le temps, parce que vous voyez déjà, les dunes de sable avancent petit à petit. Ces dunes de sable, rien ne les fixe, rien ne les protège, et la mer, les eaux, un jour,
continuera à avancer sur cette route. Parce que tous les villages n'ont pas un bailai qui peut faire reculer la mer. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'organiser avec des infrastructures vertes pour protéger les terres de l'avancée de la mer, parce que la presqu'île du Cap-Vert est aussi vulnérable aux inondations qu'à l'avancée de la mer. Mbacké Seck, je vous remercie. Merci Abdoulaye, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. am nañu ko taamu suba teel am ñu ko taamu waxtu tàggat yaram ak ñi koy bokk ak seeni njaboot jàkkaam tax na ñun ñépp ñu taamu meew Bridel bàyyi ko ci meew nag piir bu raxul